L'Ice King, un brise-glace gigantesque conçu pour se frayer un chemin à travers les mers glacées de l'Arctique. Sa mission, venir à la rescousse d'un ferry et ses passagers prisonniers de la glace. Le Firestorm, le plus gros bombardier d'eau au monde. Mais ce mastodonte, né lors de la Seconde Guerre mondiale, sera-t-il de taille face aux feux qui font rage au sud de la Californie? Le Gnasher, véritable masticatrice du monde minier. Ce dinosaure de métal broie tout sur son passage. Mais sa mission du jour consiste à extraire du sel gemme afin d'empêcher l'Angleterre de sombrer dans le gel et le chaos. Nous sommes dans le comté de Santa Barbara, en Californie. D'immenses feux de forêt font rage dans la région. En 4 jours, 14 000 hectares partent en fumée et 30 000 résidents sont évacués. Mais le pire reste à venir. Pour empêcher le feu de se propager, il va falloir plus aux autorités que des hélicoptères et des camions de pompiers. Elles doivent faire appel à un monstre volant capable de rivaliser avec l'incendie. C'est le Firestorm. Ce bombardier d'eau est le plus gros hydravion jamais construit. Sa capacité, 27 000 litres. Son rayon d'action, 8 000 km. Le Firestorm aspire 27 000 litres d'eau en 25 secondes, qu'il peut ensuite larguer sur une zone équivalente à 3 terrains de football. Doté d'une envergure plus large que celle d'un gros porteur, cet hydravion géant a été conçu lors de la Seconde Guerre mondiale comme bombardier à long rayon d'action. Seuls 6 exemplaires ont été fabriqués, dont 3 ont survécu à la guerre pour devenir des bombardiers d'eau. Aujourd'hui, on donne une nouvelle vie à ces vétérans en les équipant d'une technologie dernier cri. Au sein de l'équipage, le chef mécanicien, Jim Messer. À l'intérieur du Firestorm, il a installé le nec plus ultra de l'avionique. Il est temps de voir si tout ça fonctionne. On a hâte de s'y mettre. John de Boursier, ancien pilote de bombardier, est l'un des 3 hommes au monde capables de piloter le Firestorm. Il a repris du service pour ce travail et pour former une nouvelle recrue, Greg Messner. Ce dernier n'a que quelques jours devant lui pour apprendre à manœuvrer le Firestorm. Il est 100 fois plus gros que tout ce que j'ai jamais piloté. L'île de Vancouver au Canada. Le Firestorm, conçu il y a 64 ans, est en cours de modernisation et doit être prêt d'ici 2 jours afin d'affronter les feux de forêt qui dévastent la Californie. On y installe un ordinateur central qui contrôlera tout, de la navigation par satellite au régulateur d'injection de carburant dans les 4 moteurs Pratt & Whitney de 3000 chevaux. Avant, il y avait beaucoup plus d'instruments à cadran sur le tableau de bord, mais de nos jours, tout est électronique. Mais est-ce que ça va marcher? Affronter les feux de forêt comporte des risques mortels. En 1961, un autre de ces appareils s'est écrasé contre une montagne, tuant tout son équipage. Mais le Firestorm ne travaillera pas seul. Un hélicoptère l'assistera en tant qu'éclaireur. Il s'agit d'un Sikorsky S-76 très agile. Il est équipé d'un système d'alerte de trafic et d'évitement de collision dernier cri. C'est vital lorsque l'on vole à quelques mètres du plus grand bombardier du monde. Le Sikorsky prendra les devants pour repérer les brasiers et transmettre les coordonnées exactes du largage. Mais le nouvel équipement du Firestorm et le Sikorsky doivent être soumis à des essais rigoureux. C'est la seule occasion pour le pilote novice, Greg Messner, de se familiariser avec le Firestorm avant d'aller affronter les feux de forêt qui font rage en Californie. Pour ce faire, il n'a que 48 heures. Les pompiers de Californie ont besoin de Greg et du Firestorm sans attendre. L'homme et la machine vont être mis à rude épreuve. Le Sikorsky part devant. Pour la première fois, Greg Messner, le pilote novice, doit parvenir à faire décoller cet avion de 40 tonnes. Ok, fuel à 3000, huile à 340, léger vent de face. Messner doit maîtriser le poids colossal du Firestorm. Il doit atteindre une vitesse de 140 km/h avant de pouvoir lever le nez de l'appareil. La friction de l'eau le freine considérablement.
Si Messner calcule mal son décollage, il risque de s'écraser contre les montagnes. Il faut une distance de 3 km sur le lac et 2 minutes et demie pour que le Firestorm décolle enfin. Il est lancé, mais le plus dur reste à faire. Les réservoirs d'eau sont vides. Le Firestorm ne pourrait jamais décoller avec une charge supplémentaire de 27 000 litres d'eau. Greg doit donc remplir les réservoirs d'eau en volant près de la surface du lac. Tandis qu'il rase la surface de l'eau, il doit abaisser une sonde qui va aspirer 27 000 litres d'eau en seulement 25 secondes. Greg entame son approche. Ajuste de 65 cm. 65 cm. Il doit maintenir une vitesse minimum de 140 km/h, sans quoi le gigantesque hydravion va caler. La clé pour ce genre de manœuvre, c'est vraiment l'altitude. Mais il est crucial que Messner le garde bien stable. Il suffirait qu'une des ailes touche l'eau pour que le Firestorm parte en tonneau sur le lac avant de prendre feu et d'exploser. Les îles de la Madeleine, au Canada. En plein hiver, la température peut atteindre moins 40 degrés, ce qui veut dire que même la mer gèle dans la région du golfe du Saint-Laurent. Le vacancier, le ferry qui fait la navette entre les îles de la Madeleine et le continent, effectue un trajet de 114 km. Le problème, c'est qu'il se dirige vers des eaux glacées qui pourraient facilement déchirer sa coque. Mais le pire reste à venir. Entre le vacancier et la terre ferme se trouve une effrayante barrière de glace. À certains endroits, la glace peut atteindre 2 mètres d'épaisseur. Il va falloir un engin très spécial pour la briser et venir en aide au ferry. L'Ice King, le surnom du Louis Saint-Laurent, est un des brise-glaces les plus puissants au monde. Son poids, 15 000 tonnes. Sa coque, 55 cm d'acier massif. Sa vitesse, 30 km/h. Son rayon d'action, 23 000 marins. Le Louis Saint-Laurent est le plus gros brise-glace du Canada. C'est un des plus gros jamais construits. L'arme principale de l'Ice King contre la glace, c'est son imposante proue en acier massif d'une épaisseur de 55 cm, faite de 1180 tonnes d'acier trempé. Cette coque épaisse permet à l'Ice King d'aller là où nul autre vaisseau n'ose s'aventurer. L'équipage est emmené par le capitaine Andrew McNeil. Avec lui, le second, Rod Stobridge, le chef mécanicien, Joshua McInnes, et le pilote d'hélicoptère, Jim Mayra. L'Ice King patrouille dans le golfe du Saint-Laurent. Navire garde-côte, Louis Saint-Laurent, Canal 16. Navire garde-côte, on a une urgence. Il est 12h30. Le vacancier, le ferry en provenance des îles de la Madeleine qui fait route vers le continent, se retrouve devant une barrière de glace infranchissable. Mais le pire reste à venir. Vu le froid pénétrant, la mer s'est changée en un étrange paysage de glace. Dans 5 heures, au coucher du soleil, la température va plonger jusqu'à moins 40 degrés. Le ferry transporte 265 passagers à son bord, dont beaucoup d'enfants. Le capitaine envoie donc un appel de détresse. Capitaine, comment ça va? L'équipage du Ice King passe à l'action. Bateau coincé. Il s'engage entre les plaques de glace mouvantes. Le ferry n'est qu'à 30 km de là, mais le voyage sera semé d'embûches. Pour sectionner la glace, la proue de l'Ice King, construite de façon à former un angle, est propulsée par 30 000 chevaux. La proue glisse au-dessus de la glace, puis les 5500 tonnes du brise-glace l'explosent. Pour une protection accrue, le gouvernail et ses 3 hélices sont encastrés dans la coque.
Tandis que l'Ice King se ferait un chemin, la glace s'épaissit. On n'est pas encore arrivé. Le capitaine Andrew McNeil tente de trouver des endroits où la résistance est moindre en zigzagant de poche d'eau en poche d'eau. En ce moment, on essaie de se faufiler par les endroits faciles à naviguer pour éviter les zones de forte pression. À l'aide d'imagerie satellite, McNeil ordonne au quartier-maître Mike Worth de changer fréquemment de cap pour éviter les obstacles. Va sur bâbord, dans cette ouverture. L'Ice King se ferait un chemin à travers 4 km de glace, mais les écarts entre les plaques de glace se font de plus en plus petits et rares. Sous la pression, les morceaux se collent les uns aux autres, créant ainsi une vaste étendue de glace compacte. C'est une mer de glace, et tandis que l'Ice King avance, elle s'épaissit de plus en plus. Compactés sous une intense pression, les blocs de glace forment des pics et dessinent un paysage extraordinaire. Certaines crêtes s'élèvent jusqu'à 5 mètres de hauteur, et à certains endroits, la glace s'enfonce jusqu'à 2 mètres sous la surface. La mer est devenue une masse de glace effrayante. Soudain, une violente secousse se fait sentir tout le long du navire. C'est moi ou on s'arrête? La plus grande crainte de Mike Worth semble se réaliser. Le navire s'immobilise. Il est 13h30. Dans 4 heures, le soleil se couchera. À ce moment-là, la température chutera jusqu'à moins 40 degrés. Le vacancier en détresse, avec à bord 265 passagers et membres d'équipage, attend d'être secouru. Mais à présent, l'Ice King, son sauveteur, est lui-même prisonnier de cette étendue de glace. Le comté de Cheshire, en Angleterre. De nos jours, le Cheshire s'étend en vaste pâturage. Mais il y a 200 millions d'années, c'était une mer. C'est pourquoi, à 200 mètres sous la surface, on trouve de vastes dépôts de sel, ainsi que la plus grande mine de sel de Grande-Bretagne. Cet immense dépôt de sel souterrain s'est formé suite à l'évaporation de la mer qui existait lors du règne des dinosaures. On y extrait le sel depuis l'Empire romain, ce qui explique l'interminable labyrinthe de tunnels antiques et modernes. La mine de Winsford approvisionne pratiquement toute la Grande-Bretagne en sel gemme, dont on a grand besoin pour que les routes du pays restent praticables pendant l'hiver. Tandis que l'Angleterre est aux prises avec son hiver le plus rigoureux depuis des dizaines d'années, ce besoin est plus pressant que jamais. La neige a recouvert les terres et les routes. Des milliers de chasse-neige s'affairent jour et nuit pour éviter que l'Angleterre ne soit complètement paralysée. Mais les réserves de sel à la surface sont épuisées. Cet état de crise fait la une de tous les journaux. Le directeur de la mine de Winsford, Gordon Dunn, est sous pression. On doit renouveler les réserves en surface dans des délais très courts pour pouvoir fournir en sel les routes municipales et les autoroutes. Des centaines de camions venus des 4 coins de l'Angleterre se rassemblent près de la mine. Ils ont besoin de sel et vite. Afin de remplir les camions, Dunn doit extraire 21 000 tonnes de sel en une journée, ce qui correspond à une production jamais atteinte à ce jour. C'est un énorme défi qui va requérir les services d'une machine minière à la puissance inégalée. C'est le Nasher, une machine à broyeur monstrueuse, véritable masticatrice du monde minier. Son poids, 130 tonnes. Son moteur, 1346 chevaux. Son système d'excavation, un tambour rotatif d'1,5 mètre de diamètre et de 4 mètres de large, mu par 760 chevaux. Il est armé de 88 dents de 10 cm en carbure de tungstène à toute épreuve. Fabriqué aux États-Unis, cet engin minier infatigable coûte plus de 2 300 000 €. Le Nasher peut réduire en poussière plus d'1 tonne de béton en 2 secondes et demie. C'est la machine minière la plus puissante et la plus rapide de la planète. Son équipe comprend Chris Blaine, le conducteur. C'est génial. C'est un jouet pour grand garçon. Gordon Dunn est son chef. Notre production dépend du bon fonctionnement de cette machine. Il faut la mettre en marche aussi vite que possible. Nous sommes en janvier. La neige et la glace sont en train d'ensevelir la Grande-Bretagne. Son destin va dépendre d'un combat qui a lieu sous les champs de glace du Cheshire. L'Angleterre a un besoin urgent de milliers de tonnes de sel gemme. Pour les extraire, on se tourne vers le plus gros engin minier mécanique qui soit. 2 moteurs tournant à 1450 tours minute alimentent une série de pignons géants qui à leur tour font tourner une tête rotative de 36 tonnes grâce à un couple hors du commun.
L'extrême puissance du Nasher exige qu'on le contrôle à distance. C'est un procédé d'une grande violence. Des rochers d'apparence indestructible sont pulvérisés sous l'assaut de ce broyeur géant. Ce sel compacté est d'une solidité à toute épreuve. Il est beaucoup plus dur que du charbon. Et le fait de creuser à cette vitesse et de façon si agressive comporte des risques. Au-dessus du Nasher et de son équipe se trouve un réservoir d'eau salée. À 50 mètres au-dessus de nous se trouve une couche friable et une nappe d'eau salée. Si par malheur on perçait le plafond de la mine, elle serait inondée et les conséquences seraient catastrophiques. La plus grande crainte de Gordon est de percer la couche de sel gemme qui les sépare de cette nappe d'eau salée. En 1974, une fissure au plafond de la mine a causé le déversement de millions de litres d'eau salée qui ont inondé la mine. Résultat, 16 km de tunnels submergés. Gordon et son équipe se trouvent à 8 km de la sortie la plus proche. Tandis que le Nasher triture violemment les parois, l'équipe doit surveiller constamment pour s'assurer qu'il n'y a aucune fissure au plafond. L'ennui, c'est qu'en pulvérisant les parois de sel, le Nasher provoque des nuages de poussière qui recouvrent entièrement la machine et enveloppent l'équipe. La poussière rend impossible la détection de fissures au plafond du tunnel. Malgré les risques, Gordon Dunn n'a pas d'autre choix que de continuer à pousser le Nasher à plein régime. Chaque instant où l'engin n'est pas en train d'avancer est synonyme de problème. Les 88 dents du Nasher accomplissent le travail de 150 hommes. Mais est-ce que ce sera suffisant? Il y a des années que l'Angleterre n'avait pas connu un hiver aussi rigoureux, bien plus froid que ce qu'on prévoyait. Les informations ne parlent que de la pénurie de sel à travers le pays. Des routes sont fermées et certains services publics sont paralysés. Le Nasher entame un contre-la-montre désespéré pour remplir les camions et éviter le pire à l'Angleterre. L'île de Vancouver, au Canada. Le Firestorm, le plus gros bombardier d'eau de la planète, effectue un vol d'essai crucial. À bord se trouve le vétéran John de Boursier et le pilote novice Greg Messner. À juste de 65 cm. Ils n'ont que 2 jours avant que le Firestorm n'aille combattre les feux de forêt qui ravagent la Californie. Le Firestorm frôle le lac à une vitesse de 113 km/h. La clé pour ce genre de manœuvre, c'est vraiment l'altitude. Son but, puiser 27 000 litres d'eau. C'est une manœuvre des plus dangereuses et qui plus est inédite pour Messner. Il descend un peu trop l'appareil et heurte l'eau. Attention! Il doit recouvrer la maîtrise de l'appareil, sans quoi ce dernier pourrait partir en tonneau sur le lac avant d'exploser. De Boursier diminue les gaz. Je réduis la vitesse. Messner doit s'assurer que le Firestorm reste stable et que sa vitesse est constante, tandis qu'on abaisse la sonde pour aspirer 27 000 litres d'eau. Attention, reste bien au centre. La sonde remonte. Maintenant que le réservoir est rempli, le poids de l'avion a augmenté d'1 tiers, ce qui le rend encore plus difficile à piloter. Il monte jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Sur la terre ferme, le chef des opérations, Jim Messer, surveille la manœuvre depuis l'unité de contrôle. Ça y est, c'est parti. Il y a quelque chose qui cloche. Le Firestorm perd de l'eau. S'ils n'arrivent pas à réparer la fuite, ils ne pourront pas aller en Californie. Il y a un problème, on dirait. Vous m'entendez? Jim Messer doit trouver l'origine de la fuite avant l'amérissage pour pouvoir la réparer. Il demande à l'hélicoptère d'aller voir de plus près. Avec son peu d'expérience, Messner manque de voir arriver l'hélicoptère. Il se met à virer dans sa direction. On le voit beaucoup mieux que lui nous voit. L'alarme d'évitement de collision retentit. S'ils entrent en collision, les 2 engins sombreront dans le lac. On peut se rapprocher un peu? C'est serré. Ne descends pas en dessous de 120. De Boursier identifient le danger. Messner éloigne le Firestorm de l'hélicoptère. Mais ils doivent encore trouver l'origine de la fuite. Le Sikorsky s'approche une fois de plus. Cette fois, Jim Messner doit garder le cap.
Maintiens la vitesse. Oui, comme ça. C'est bon, tu peux descendre sous l'avion. Je les suis. Oui, approche-toi. Mets-toi juste au-dessus de l'aile gauche. Ok. Maintiens la distance. Les hommes arrivent enfin à détecter le problème. Je confirme qu'il y a une fuite assez importante. Les nouvelles sont mauvaises pour Jim Messer. L'eau fuit par les trappes du réservoir. Les joints doivent être remplacés. De plus, le moteur numéro 4 ne fonctionne pas bien. Le système électronique d'injection du carburant est hors d'usage. Jim Messner va devoir se poser avec un moteur en moins. Il s'est posé, mais l'hydravion est en piètre état. Si ça continue comme ça, le seul incendie qu'ils combattront sera celui de leur propre engin. Les îles de la Madeleine au Canada. L'Ice King a pour mission de traverser une mer de glace afin de secourir un ferry et ses 265 passagers. Le ferry est en détresse, il est prisonnier d'énormes plaques de glace. De plus, dans 4 heures, le soleil se couchera et la température chutera jusqu'à moins 40 degrés. L'Ice King se trouve à 12 km à peine, mais il est lui aussi prisonnier de la mer de glace qui l'empêche d'aller plus loin. Ce sont les masses de glace les plus épaisses qu'on ait vues dans le golfe du Saint-Laurent depuis plusieurs dizaines d'années. C'est moi ou on s'arrête? À certains endroits, la glace atteint 5 mètres d'épaisseur, ce qui est trop, même pour l'Ice King, un des plus gros brise-glace au monde. Devant cet obstacle insurmontable, McNeil décide de rebrousser chemin avant que la glace ne se referme sur lui. McNeil décide de foncer à pleine puissance dans la glace et de se frayer un passage dans une zone où il espère que celle-ci sera plus mince. Mais cette zone, il doit d'abord la trouver. Il demande le décollage d'urgence de son hélicoptère attitré. Appel à tout le personnel. Parez l'air d'envol. Parez l'air d'envol. Allez-y. Par une température de moins 20 degrés, l'équipe travaille rapidement afin de préparer l'hélicoptère de l'Ice King pour un décollage d'urgence. Andrew explique la situation au pilote Jim Myra. On va évaluer l'épaisseur de la glace dans cette zone. On dirait qu'elle est assez épaisse. Mais allons quand même voir de plus près. Ils sont à la recherche de points faibles dans cette vaste étendue de glace. S'il en repère, le navigateur Ken Derwin entrera les coordonnées dans le GPS et les transmettra ensuite au capitaine. Paré au décollage. Parfait, cap au 6219. Pendant ce temps, à 12 km de là, le vacancier tente d'éviter les amas de glace en attendant d'être secouru. Mais ses passagers ignorent que la glace qui les entoure pourrait s'avérer trop épaisse, même pour l'Ice King. « 20 minutes plus tard, Myra est de retour avec son rapport. La glace semble plus épaisse dans la zone B. Il y a des amas de taille considérable. Avec aussi des crêtes de glace. Bon, Oui, tout à fait. Il y a des crêtes. C'est très compact. Ça risque d'être difficile. La glace est plus mince par endroits, mais ceux-ci sont rares et éloignés les uns des autres. Il va falloir faire appel à la puissance brute de l'Ice King. On a besoin de puissance. Mac Innes, le chef mécanicien, sélectionne le plein régime pour les 3 principaux moteurs de propulsion du navire. En situation d'urgence, on peut les pousser à 110% de leur capacité. Tout va bien de notre côté, prêt à partir quand vous voulez. L'Ice King prend de la vitesse et fonce aussi vite que possible dans la glace. Je crois qu'on va y arriver. Mais les moteurs sont mis à rude épreuve et l'effort se fait sentir. Les passagers du vacancier n'ont plus que 3h30 devant eux avant la tombée de la nuit et le froid mordant qui l'accompagne. Le comté de Cheshire en Angleterre. L'Angleterre n'a plus de sel pour ses routes. Des centaines de camions venus des 4 coins du pays attendent devant la plus grande mine de sel du Royaume-Uni. On doit changer de trajectoire, pas les camions, mais... La responsabilité de remplir les camions incombe à Gordon Dunn, le directeur de la mine.
S'il échoue, l'Angleterre sombrera dans le chaos. À 8 km à l'intérieur du complexe minier, le nageur extrait 700 tonnes de sel gemme par heure. Les bras de chargement centrifuge du nageur placent le sel gemme sur un tapis roulant de 8 mètres qui passe sous la foreuse. Le nageur broie le sel gemme plus rapidement que Gordon n'arrive à le faire sortir de la mine. Andy! Il demande à 2 chargeuses de se relayer. Elles transportent le sel gemme jusqu'au système de tapis de la mine long de 16 km. 30 minutes plus tard, le sel gemme arrive à l'usine souterraine de concassage. L'usine de concassage se trouve de ce côté. Des morceaux de sel gemme sont broyés en granules qu'on remonte ensuite à la surface à l'aide de trémies géantes. Là, d'autres chargeuses se mettent au travail. Gordon reçoit un appel. Ok, ma foi, c'est comme ça. D'autres camions sont sur le point d'arriver. Pour répondre à la demande, Chris Blaine, le conducteur du nageur, pousse la machine à plein régime sans même l'arrêter pour l'entretien prévu. Le nageur continue de s'en prendre sans relâche au mur de la mine. Mais soudain, il y a un problème. Chris Blaine éteint le moteur principal du nageur. Il faut le réparer le plus vite possible. Combien de temps ça prendra? Autant que ça? C'est grave, on va être coincé pendant un bon moment. Gordon parcourt à la hâte les 8 km de tunnel pour se rendre compte du problème. Ces machines sont trop grosses pour être remontées à la surface, alors toutes les réparations doivent se faire sur place. Le nageur est placé au-dessus d'une fosse afin de permettre à l'équipe de travailler sous la machine de 130 tonnes. C'est cassé, ça va être un vrai bordel. Une plaque de métal d'1,20 m près de la chenille gauche s'est cassée et a probablement endommagé d'autres pièces de la machine. Je crois qu'elle est bonne pour la casse. Le nageur doit être démonté. À la surface, la ville est remplie de camions. Gordon et son équipe sont au pied du mur. On ne pourra pas extraire de sel avec cet engin minier pendant un moment. S'ils n'arrivent pas à réparer le nageur, les routes devront être fermées et l'Angleterre sombrera dans le chaos. L'île de Vancouver, au Canada. Dans 24 heures, le Firestorm et son nouveau pilote sont censés se rendre en Californie pour combattre des feux de forêt. Mais Greg Messner, le pilote novice, ne s'est toujours pas exercé au largage parce que les réservoirs d'eau de l'hydravion fuient et qu'un des moteurs doit être recablé. Jim Messer, le chef mécanicien, rassemble une équipe d'urgence pour s'attaquer au problème. On avait posé les joints des trappes, mais ça n'a pas l'air d'avoir tenu, alors on les remplace. Ce serait moins grave si on ne devait pas partir en mission. On pourrait le réparer au fur et à mesure, mais cette année c'est plus difficile, vu qu'on n'y aura pas accès. Jim pense qu'il y a trop de pression au niveau des trappes lorsqu'elles sont fermées, ce qui comprime le caoutchouc. Il demande à l'équipe de les desserrer. La réparation des joints va nous demander encore entre 1h30 et 2 heures, c'est bien ça? À peu près 1 heure. On réinstalle les câbles entre l'ordinateur et le moteur numéro 4 de l'appareil. Ils sont prêts pour un dernier vol d'essai décisif. Essaie de ne pas dépasser la limite de tour minute sur les moteurs 1 et 4. John de Boursier, le pilote du Firestorm chevronné, n'a plus qu'une journée pour former Messner en vue de la véritable mission. Le moteur numéro 4 montre toujours des signes de faiblesse, mais de Boursier n'a plus le temps de s'en soucier.
Messner fait descendre le Firestorm afin de puiser les 27 000 litres d'eau. Cette fois, le Firestorm ne heurte pas le lac. Les réservoirs semblent étanches. On envoie le Sikorsky pour qu'il regarde de plus près. Maintiens le cap et essaie de descendre gentiment. Ralentis un peu. Messner doit rester bien droit. S'il dérive, les conséquences pourraient être désastreuses pour les deux engins. Ils ne sont qu'à quelques mètres l'un de l'autre. L'hélicoptère est assez près pour bien distinguer les réservoirs. Beau boulot! Les réservoirs tiennent le coup. À présent, ils vont tester le système de largage. Mets le cap sur l'île. En larguant l'eau, l'hydravion va perdre un tiers de son poids en 3 secondes. Si Messner n'arrive pas à compenser en réduisant la puissance, le Firestorm sera propulsé vers le haut et hors de contrôle. La séquence se joue à la seconde près. Bon, on n'ira pas plus bas que ça. Le Sikorsky lui communique les coordonnées de la zone ciblée. Messner doit atteindre un taillis au bord d'un petit lac. Je confirme au pilote qu'il a l'autorisation de larguer. Il vire pour le largage final. Voilà la zone. Oui, je la vois. C'est bien. Le largage est bien activé? Oui, il est activé. Largage. Ouvrez toutes les trappes. C'est un coup au but. 27 000 litres d'eau aspergent les arbres. De Boursier est enchanté par la précision de son protégé. Il a fait du bon boulot. Vu le peu de temps à disposition, il se débrouille très bien. C'était génial. J'ai eu chaud par contre. Je ne sais pas si c'est le soleil ou le stress. Messner et le Firestorm ont réussi le test. Avec sa remise à niveau d'une valeur de 2 millions d'euros et son nouveau pilote aux commandes, le Firestorm est prêt à affronter les feux dévastateurs de la Californie. Les voilà en route pour sauver des vies. Au milieu du golfe du Saint-Laurent, le plus gros brise-glace du Canada, l'Ice King, se ferait un chemin à travers une mer de glace de 2 mètres d'épaisseur pour aller à la rescousse d'un ferry. Et en Angleterre, devant la mine de Winsford, des centaines de camions attendent leur chargement de sel-gemme, tandis que le Nasher, l'engin minier le plus puissant au monde, est en pièces. S'ils n'arrivent pas à le réparer, c'est toute la Grande-Bretagne qui sera paralysée. Les îles de la Madeleine au Canada. Voilà plus de 2 heures que les moteurs de l'Ice King tournent à 110% afin de lui permettre de traverser des plaques de glace de 2 mètres d'épaisseur. L'Ice King surmonte enfin les amas de glace et rejoint le vacancier, le ferry en détresse. Capitaine, la glace est très épaisse. Ce qu'on va faire, c'est se retourner et vous n'avez qu'à nous suivre. Bien reçu. Ok, merci. Andrew McNeil, le capitaine de l'Ice King, doit guider le ferry et ses 265 passagers jusqu'à la terre ferme avant que la nuit tombe. Demi-tour par tribord. Il doit trouver un meilleur trajet de retour pour éviter que les 2 navires restent prisonniers de la glace. L'hélicoptère a décollé. Suivant les directives de l'hélicoptère, le capitaine fait route en zigzagant à travers les zones de glace plus minces. 1,85 Mike. 1,85. Le vacancier doit garder ses distances. Si l'Ice King restait coincé, le ferry pourrait aisément percuter sa poupe. Dans ces eaux, une collision s'avérerait catastrophique. Si un bateau sombrait ici, il n'y aurait que très peu de survivants.
Mais le vacancier ne doit pas rester trop loin derrière non plus. S'il était coincé par la glace, il serait pratiquement impossible de l'en sortir. Et le plus préoccupant, c'est que la glace brisée par l'Ice King se reforme rapidement sur son passage. D'après les mesures de la glace qu'on brise, on voit que la pression augmente. Ce sont des blocs de glace qui ont fait sombrer le Titanic. Ceux-ci pourraient très bien transpercer la coque relativement mince du ferry. Un autre danger les guette. Il s'agit de glace immergée. Une menace insidieuse que les marins canadiens ne connaissent que trop bien. En novembre 1997, un immense bloc de glace immergée a causé le naufrage d'un bateau de croisière canadien dans l'Antarctique. Ils entrent maintenant dans la partie la plus dangereuse de cette mer de glace. Lentement mais sûrement, les navires traversent les flots glacés. À ce rythme, le trajet de 90 km va leur prendre des heures. Mais dans cet environnement hostile, la sécurité prime sur la vitesse. Après un trajet pénible de 2 heures à travers la glace, les équipages aperçoivent enfin le port de Souris, sur l'île du Prince-Édouard. Les passagers ont hâte de se retrouver sur la terre ferme. Le brise-glace est génial. Ah oui, c'est très bien. Mission accomplie. Mais McNeil et l'équipage de l'Ice King n'ont pas le temps de se reposer. Le plus gros brise-glace du Canada doit en permanence se tenir prêt à combattre les mers glacées de l'Arctique. Le comté de Cheshire, en Angleterre. Janvier, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait vu depuis des années et le pays s'est engagé dans une bataille pour maintenir les routes ouvertes et assurer le bon fonctionnement des infrastructures essentielles. Mais c'est la pénurie de sel gemme qui fait la une de tous les médias. Les réserves sont épuisées. Les camions attendent devant la plus importante mine de sel de Grande-Bretagne, dans le Cheshire. Mais sous la surface, les mineurs tentent désespérément de réparer leur pulvérisateur de roches géant, le Nasher. Sans lui, pas de sel. Gordon Dunn et son équipe travaillent avec acharnement. Au bout de 4 heures, ils croient avoir résolu le problème. Le Nasher démarre, mais il y a toujours quelque chose qui cloche. L'engin minier le plus rapide au monde devrait extraire 700 tonnes de sel gemme à l'heure. Mais en ce moment, le Nasher semble tourner au ralenti. Quand on le met en marche, il doit fonctionner à pleine puissance. Il pèse 120 tonnes. Gordon tient une réunion de crise. Ça nous coûtera plus cher si on abandonne. Le problème pourrait se trouver au niveau des dents dont est pourvue la tête de 36 tonnes du Nasher. Ce qu'on va faire, c'est remplacer quelques dents à l'avant de la machine. Elles ont beau être en carbure de tungstène très résistant, elles s'usent quand même parce que le sel gemme est très abrasif. Le Nasher possède 88 dents en carbure de tungstène super résistantes. Elles sont faites de manière à s'auto-affûter. En entrant en contact avec la roche, elles tournent sur elles-mêmes et s'aiguisent à la manière d'un crayon dans un taille-crayon. Mais lorsque la couche de 2 cm de carbure de tungstène est usée, le cœur en acier se désintègre rapidement. En fait, l'acier a carrément fondu sous l'effet de la chaleur. 26 dents du Nasher doivent être remplacées. Ils isolent la machine afin de travailler en toute sécurité. Et voilà, on les a toutes remplacées. Le Nasher est à nouveau prêt à l'attaque. Il se remet enfin à l'ouvrage et il abat son travail plus vite que jamais. Le Nasher extrait le sel plus rapidement que toute autre machine au monde. On charge les camions et la plupart des routes anglaises vont pouvoir rester ouvertes malgré cet hiver particulièrement rigoureux. Gordon Dunn, le directeur de la mine, sait qu'il n'y serait jamais arrivé sans le Nasher. On a fini par extraire plus de 100 000 tonnes de sel en janvier. C'est la plus grosse quantité jamais produite en un mois. Quelque part en dessous de la campagne verdoyante du Cheshire, le Nasher, le plus gros engin minier au monde, extrait des tonnes de sel gemme au cas où le prochain hiver en Angleterre soit encore plus extrême.